Salut à tous, on se retrouve pour ce 4e point Game of Thrones des fanatiques, un point GOT de rentrée. Un point GOT où on a assez peu d'informations parce qu'il semblerait qu'au fur et à mesure qu'on s'approche de la date de diffusion de la série, les showrunners verrouillent à peu près tout ce qui bouge. Le seul avantage, c'est que comme d'habitude, on a une déferlante de teasing, de tentatives de nous hyper par les acteurs. C'est un peu un deuxième métier chez eux. En plus de jouer dans la série, ils doivent assurer une promotion et du teasing permanent. Si on n'a pas énormément d'infos sur la saison 8 de Game of Thrones aujourd'hui, on a la chance d'avoir un double focus. On a décidé de faire un focus sur deux personnages en même temps, deux personnages qui sont assez similaires et qui ont beaucoup de points communs. Ce sont les bras droits de Jon Snow. Ils sont adorés par moi-même et ils sont largement sous-estimés dans l'univers de la série, comparés au livre et comparés à ce qu'ils pourraient être dans cette saison 8. Vous l'aurez sûrement deviné, ou même lu, en regardant le titre de la vidéo, notre focus portera donc sur ce bon vieux Sam Tarly et sur Sir Davos Seaworth. Mais avant ça, on commence comme d'habitude par les infos, les petites news qu'on a pu trouver dans les médias. Là, c'est vraiment du grignotage, même s'il y en a un qui, quand tout le monde arrête de s'exprimer, décide d'ouvrir sa bouche, c'est George Martin. Apparemment, le mec aime bien foutre la merde. Bon, je vous rassure, il n'y a aucun spoil, mais il s'est livré de manière très intéressante sur sa manière d'aborder la série Game of Thrones. On connaît la passion sanglante de George Martin, qui est tout simplement de massacrer ses personnages principaux quand on s'y attend le moins. Il s'est livré sur cette facette dans une émission de télé qui s'appelle The Great American Read, où en fait il explique, et c'est particulièrement intéressant, on se connaît la passion de George Martin pour Tolkien. On sait qu'il s'est largement inspiré, non pas de l'univers, mais de la manière de créer une œuvre, et une œuvre totale qu'avait Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux. Et il a livré une anecdote sur un truc qui pour lui a été décisif, c'est la mort de Gandalf, du mort de Gandalf au moment où il disparaît avec le Balrog. Il se trouve que ça lui a fait un tel choc de voir qu'on peut tuer un personnage principal comme ça à un moment tellement important, alors que ce personnage est en pleine ascension, qu'on est encore au début de l'histoire. Ça lui a fait un tel choc qu'il s'est dit qu'il devait absolument appliquer ça à toutes ses œuvres. Et ça justifie, en partie, pourquoi aujourd'hui la série Game of Thrones importe un nouveau souffle dans le monde des séries. Ça existait déjà au préalable dans les fictions, dans les romans, dans les films, etc. Tuer des personnages principaux, c'est pas quelque chose d'original. Mais dans le monde des séries, c'est dur de faire ça. C'est dur de, à tout moment, pouvoir buter et se débarrasser de son personnage principal. George Martin l'a fait, il a en tout cas motivé les showrunners à le faire, et c'est entièrement dérivé de l'univers de Tolkien. Autre info qu'on a découvert d'une manière assez surprenante, vous allez voir, c'est d'ailleurs pas vraiment une info, on ne peut encore pas être certain à 100% de ce que je vais affirmer là, mais ça nous donne quand même de sacrés indices. Il se trouve qu'on a de sérieux doutes sur l'état de santé de Tormund et Beric après l'effondrement du mur. Il se trouve aussi que cet épisode a été sélectionné en tant que meilleur scénario pour les Emmy Awards. Or, quand tu es sélectionné aux Emmy Awards pour le meilleur scénario, tu dois rendre public ton scénario. Et des petits malins ont découvert dans ce scénario une phrase qui peut nous donner un indice sur la situation de Tormund et Beric. Alors si au vu des images on peut avoir de sérieux doutes, puisqu'on voit quand même le mur s'effondrer et plus ou moins emporter Tormund et Beric, il se trouve que la phrase de ce scénario, elle dit clairement « Ils s'enfuient pour sauver leur vie et disparaissent de notre vue ». Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément en vie, mais ça nous laisse quand même à penser que Tormund et Beric sont encore en vie, parce que quand même beaucoup de gens étaient d'accord sur le fait qu'ils allaient survivre et qu'on allait les revoir dans la saison 8. Maintenant, on en a la confirmation. Au rayon teasing d'enfer, après Nikolai Coster-Waldau, après Emilia Clarke, après Sophie Turner, j'appelle Nathalie Emmanuel, celle qui interprète Missandei à l'écran dans Game of Thrones depuis la saison 3, a décidé de nous livrer un petit teasing comme les acteurs de Game of Thrones adorent le faire, et puis des punchlines bien sales, des punchlines qui sont là pour nous faire paniquer, pour nous faire mourir d'impatience, mais qui ne font pas avancer le débat. Alors comme on pouvait s'y attendre, rien de nouveau sous le soleil, c'est toujours ouais, la saison 8 elle va être incroyable, ça va être dingue, etc. Et là elle nous a rajouté une petite punchline, je vous laisse juste avec la fin. Je pense que le spectateur va halluciner devant le dernier épisode de la série. Voilà, c'est du classique chez Game of Thrones, c'est un teasing maximal. On espère qu'on va halluciner et continuer. On attend le prochain acteur qui se dévouera, on l'attend et on en parlera le mois prochain. C'est pas facile de passer à autre chose quand on a passé 10 ans dans l'univers d'une série. Et je pense que la personne pour laquelle c'est le plus dur, c'est l'actrice qui interprète Arya, c'est Maisie Williams. On a appris il y a quelques jours qu'elle a tenu à garder un souvenir de ce tournage et de toute cette aventure Game of Thrones. C'est la fameuse veste marron tachée de sang d'Arya. Elle veut pouvoir, je crois il me semble qu'elle dit ça dans son interview, elle veut pouvoir la garder dans sa penderie et puis plus tard, des années plus tard, la regarder et se dire oui, j'ai fait partie de cette aventure. Elle est très très émue de la fin de la série, elle a beaucoup pleuré, elle l'a dit elle-même. Je pense que pour une adolescente, c'est vraiment une étape très importante et c'est un vrai livre qui se tourne pour elle, mais elle a, avec son talent, toute une carrière à faire et je doute pas qu'elle va réussir. Autre information, un peu plus what the fuck, un peu plus futile cette fois, mais en traînant sur internet, j'ai découvert
un duo inattendu, le duo Lena Headey et Bear Grylls. Vous savez, Bear Grylls, le spécialiste en survie qui s'est fait une fâcheuse habitude d'emmener des stars dans des stages commando de survie hyper durs pour vivre avec eux des aventures, mais aussi pour qu'ils se confient sur leur carrière, leur vie, etc. Et c'était à l'actrice qui interprète Cersei de s'y frotter. Et ça a donné des scènes drôles, des scènes émouvantes aussi, puisqu'elle s'est confiée notamment sur la manière dont elle avait été traitée par un journaliste qu'il avait tout simplement annoncé en public, calmement, dans le plus grand des calmes devant tout le monde, qu'elle était décevante visuellement en vrai et qu'il la trouvait un peu plus belle à la télévision. Donc elle a raconté ça à la fois un peu amusé, mais on sent que ça l'a touchée. Elle s'est confiée, c'est une femme que j'adore et qui bien sûr interprète quand même un monstre à l'écran, mais qui a l'air d'avoir énormément de qualité en tant que personne. Et puis on termine par une info immobilière, c'est le moment un peu Stéphane Plaza. Le château de Vixeg est à vendre, vous savez c'est le château à l'écran de la famille Tully, notamment du Silure, où il y a un fameux combat entre le Silure et Jaime Lannister. Donc ce château est à vendre, 15 chambres, 10 salles de bain. Vente aux enchères débute très bientôt avec une somme de départ de 500 000 livres à vos porte-monnaies. On enchaîne tout de suite avec la partie que je préfère, le focus sur les personnages. On va commencer bien sûr par Sam Tarly. Sam Tarly, c'est un de mes personnages préférés de la série Game of Thrones. On sait qu'il est d'ailleurs largement adoubé et acclamé par les spectateurs parce que c'est un personnage qui est à contre-courant de tout ce qu'on voit dans l'univers Game of Thrones. C'est pas le plus doué des combattants, épée à la main, il vaut pas grand-chose, mais il a des valeurs, il a énormément de courage, c'est peut-être le personnage le plus courageux de cette série. Et puis, il est pas dans une quête il est pas dans un concours de beats, quoi. Il est pas dans un truc, je veux le pouvoir, je suis le plus impressionnant, je veux écraser tout sur mon passage, etc. Il est dans quelque chose d'autre, restaurer son honneur, être généreux avec les autres et puis être prêt à tout sacrifier pour le bonheur et la stabilité du royaume. J'en reparlerai tout à l'heure plus en détail, mais là encore, on peut voir un parallèle évident avec l'univers de Tolkien et le Sam de George Martin ressemble étrangement au Sam de Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux. Avant de se lancer dans les théories et les différentes choses qui pourraient arriver à notre bon vieux Sam dans cette saison 8, je voudrais rappeler quand même quelque chose. Pour ceux qui ne lisent pas les livres, le personnage de Sam est très très important dans les livres. Il a de nombreux, ce qu'on appelle des POV chapters, c'est-à-dire des chapitres où tu vois la scène, tu assistes à tous les événements selon le point de vue d'un personnage. Sam a un poids beaucoup plus important dans les livres qui n'a pas tout à fait été retranscrit dans la série, et pourtant cette montée en puissance témoigne de l'importance qu'a ce personnage et qu'il pourrait avoir dans la saison 8. Et puis comme j'aime bien faire à chaque fois, on va se rappeler d'une des dernières scènes dans lesquelles on l'a vu, d'une scène très importante et qui va un peu conditionner ce qui va se passer dans la saison 8. C'est que notre bon vieux Sam, il est empêtré dans l'affaire de l'identité de Jon Snow. La discussion avec Bran, hyper bien réalisée pour ça, c'est une scène très intense où en fait tu découvres, en recoupant les infos de Bran et les infos de Sam, la vraie identité de Jon Snow et à quel point ça va peser sur toute cette saison 8. Donc il a énormément de cartes en main et Sam dans la saison 8, je promets que ça va être un personnage très très important. Alors la première théorie qu'il faut explorer évidemment quand on parle de Sam, c'est une théorie dont on parle depuis très très longtemps, c'est Sam, le narrateur de Game of Thrones. Il y a énormément d'indices qui peuvent nous conduire à ça et même moi je suis assez persuadé que c'est quelque chose qu'on peut découvrir à la fin de la saison 8. Il y a un parallèle évident qui peut être fait aussi avec Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux et la fin où en fait Frodon confie son livre à Sam Gamgee et l'incite à écrire la suite des aventures. On est un peu dans ce réseau de clins d'œil entre George Martin et Tolkien, donc ça pourrait être tout à fait plausible. Il y a aussi le fait qu'on se réfère au titre original de Game of Thrones. Ça s'appelle A Song of Ice and Fire et ça fait une référence directe aux chansons de gestes médiévales qui étaient contées par un narrateur. Donc forcément, ça nous met la puce à l'oreille et on se dit pourquoi pas ce bon vieux Sam Tarly. Surtout que qui d'autre que Sam possède le plus d'informations, le plus de connaissances historiques, religieuses, etc. sur tout l'univers de Game of Thrones. Parmi les personnages principaux, c'est peut-être un des plus cultivés, celui qui a le plus de connaissances, donc ce serait tout à fait logique que ce soit un narrateur quasi omniscient de tout ce qui s'est passé dans l'univers Game of Thrones. Et puis à l'intérieur même des épisodes, il y a énormément de clins d'œil, de petits jeux de réal qui nous incitent à penser clairement que Sam est le narrateur de Game of Thrones. Il y a d'abord ce jeu de miroir avec les gyroscopes. On sait que les gyroscopes sont, vous savez, c'est cette espèce d'outil où des cercles tournent autour d'eux-mêmes qui sont présents dans le générique. On sait qu'ils sont très présents dans le générique. On sait aussi qu'il y a une scène très importante pour Sam où il est à la citadelle et il découvre ce gyroscope géant. La réal s'attarde beaucoup sur ça. Peut-être que le parallèle est trop évident, mais quand on fait des signes de réal comme ça, c'est que ça a un sens. Et je pense que le coup du gyroscope, c'est un des indices qui peut nous inviter à penser que Sam est le narrateur de l'univers Game of Thrones.
Et puis il y en a même qui sont allés plus loin puisqu'ils ont décortiqué les gyroscopes à l'intérieur du générique. En fait, sur les gyroscopes, il y a des gravures, et des gravures qui relatent certains moments clés de l'histoire de l'univers Game of Thrones, mais qui se sont déroulés avant la série. Et il se trouve que la dernière gravure qu'on voit, c'est le couronnement de Robert Baratheon. Le couronnement de Robert Baratheon, ça se déroule dans les tout premiers épisodes de la série, et c'est un peu le point de départ de l'histoire. Comme si en fait, un gyroscope avait raconté l'histoire jusqu'au couronnement de Robert Baratheon, et le gyroscope de Sam serait celui où en fait il faudrait raconter toute la suite des aventures. Et puis on peut faire un lien direct avec une autre scène qui se passe dans la citadelle. C'est une discussion entre un des maîtres et Sam. Il se trouve que ce maître est en train d'écrire l'histoire de l'univers Game of Thrones, l'histoire de Westeros, depuis la mort du roi Baratheon. Donc le mec, le monsieur, est en train d'écrire Goth en fait. Et il se trouve qu'il dit clairement à Sam qu'il a prévu d'appeler ce livre Les Chroniques de la guerre depuis la mort du roi Robert. Et la réponse de Sam est juste géniale. Il lui dit « Ouais, le titre est bof, je trouve ça pas assez poétique. » Et à partir de là, beaucoup d'utilisateurs de Reddit se sont vachement emballés en disant « Ouais, Song of Ice and Fire, c'est beaucoup plus poétique, on sent bien la patte de Sam dans la manière de raconter les événements auxquels on assiste dans la série. » Donc voilà, plein de petits tips comme ça qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille sur le vrai rôle de Sam dans tout ça, qui est peut-être beaucoup plus large et qui est en fait le narrateur de l'histoire de Game of Thrones. Et pour certaines mauvaises langues, ça expliquerait certaines exagérations dans la narration ou certains caractères qui sont embellis, etc. Notamment, et c'est pour ça que je dis mauvaise langue, ceux qui s'insurgent contre le fait que Jon soit parfait. Il ait des valeurs excellentes, c'est un combattant imbattable, c'est un mec qui a le cœur sur la main, etc. Que Sam raconte ça de Jon, ça paraît pas étonnant. Ça paraît pas étonnant que Sam nous décrive un Jon qui est tellement beau, tellement magnifique, et ça expliquerait pourquoi tout au long de la série, le mec est juste parfait. Et puis il y a ce truc récurrent qu'on lit dans énormément d'interviews de George Martin, qui n'arrête pas de nous répéter que le personnage auquel il s'identifie le plus, celui qui lui ressemble le plus, c'est Sam. Il a envie de faire un parallèle avec Sam, et donc l'écrivain, le narrateur, la boucle est bouclée, voilà, j'ai réussi, vous avez 4 heures. Et puis je termine juste sur une petite réflexion qui est évidente, mais qui moi me fait plaisir. Si cette théorie se confirme, et si Sam est vraiment le narrateur de ce qui se passe dans l'univers Game of Thrones, ça veut dire qu'il survit, et ça pour moi, j'en suis plutôt content. Une fois qu'on a discuté son rôle plus large dans l'histoire, etc., il faut aussi qu'on analyse quel va être son rôle dans la saison 8, comment il va s'intégrer dans les différentes intrigues. Il se trouve qu'il est détenteur d'un secret que peu de gens connaissent, c'est-à-dire la vraie identité de Jon Snow. Ça, très bien, je sais pas comment ça va se dérouler, mais ça va être, à mon avis, un sacré panier de crabes. Et puis il y a autre chose, il y a cette histoire d'épée en acier valyrien qu'il a dérobée chez lui, qu'il a dérobée dans la maison familiale, et qu'on ne sait pas encore comment il pourrait utiliser. On se souvient quand même, il faut le rappeler, que Sam, malgré ses peu d'aptitudes militaires, est le premier personnage qui a réussi à tuer merde, comment on appelle ça? On se souvient quand même, et il faut le préciser, que Sam, malgré le peu d'aptitudes militaires qu'il a, est le premier personnage de Game of Thrones qui a réussi à tuer un White Walker avec un bout de ver dragon. Cette épée en acier valyrien peut avoir un rôle à jouer, à mon avis, dans la suite du combat contre le roi de la nuit et ses White Walkers, et peut-être que Sam se découvrira un talent de combattant, ou en tout cas que son épée servira à autre chose. Il y a par exemple un utilisateur de Reddit qui nous a expliqué très calmement que cette épée en acier valyrien allait être fondue pour fabriquer des munitions pour une sorte de machine de guerre redoutable qu'on a pu voir sur certaines photos de tournage qui ont fuité, une sorte de scorpion qui pourrait lancer des flèches ou en tout cas des bouts de ver dragon qui pourraient soit anéantir les White Walkers, ce qui me paraît quand même un peu ambitieux, soit plus facile ou en tout cas plus simple puisqu'il n'y en a qu'un, c'est tuer ce fameux dragon du roi de la nuit. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser l'acier valyrien de Sam pour fabriquer des munitions et tuer enfin ce dragon qui risque de faire énormément de dégâts? Et puis on peut bien sûr bifurquer, rajouter une théorie what the fuck qui est applicable à tous les personnages de Game of Thrones depuis des années et dire que ce bon vieux Sam serait le Azor Ahai et qu'en tuant Gilly, il se révélerait au monde comme un combattant exceptionnel, etc., etc. Pour le coup, Sam, on n'y croit pas du tout. Je pense pas que ça va se réaliser. Il faut pas non plus fantasmer sur tous les Azor Ahai du monde. Je pense que la liste est quand même restreinte. Je finis sur une théorie qui n'a pas un impact décisif sur la série, mais qui risque peut-être aussi de se réaliser, qui serait un peu une récompense de tout le courage que Sam a eu dans cette série. C'est beaucoup d'utilisateurs qui nous annoncent que Sam finira Warden of the South. Alors Warden of the South, c'est des titres en gros plutôt militaires qui récompensent les familles les plus puissantes de chaque partie de Westeros. Par exemple, Warden of the West, c'est les Lannister, Warden of the North, c'est les Stark, et ici Warden of the South, avant c'était la maison Tyrell. Il se trouve que la maison Tyrell, il en reste plus grand chose, et donc ça pourrait très bien être la famille Tarly qui reprendrait le flambeau, et le dernier héritier, c'est Samuel Tarly. Surtout que ça corrobore avec une discussion à laquelle on assiste entre Jaime Lannister et Randyll Tarly, qui en gros discutent Jaime Lannister annonce très clairement, votre famille ferait
de très bons Warden of the South comme récompense pour nous avoir suivis. Il se trouve qu'en plus, la réal est très bien faite là-dessus. Jaime Lannister dit clairement, vous feriez un très bon Warden of the South, et bam, il y a un cut et gros plan sur le visage de Sam. Donc il y a plein de petits clins d'œil, encore une fois, qui peuvent nous mener à cette théorie. Surtout que cette discussion prend un tout autre impact quand on sait qu'en fait, il n'a plus de concurrence, Samwell Tarly, puisque tous les membres de sa famille, ou en tout cas les 2 mecs qui étaient partis au combat avec Jaime Lannister, se sont carrément fait cramer la gueule par le dragon de Daenerys. On passe maintenant à Sir Davos Seaworth, qui est aussi un personnage que j'adore, que je trouve particulièrement intéressant et touchant dans l'univers Game of Thrones. Et il a lui aussi le point commun avec Samwell Tarly d'être largement sous-estimé dans la série. Lui aussi a le droit à des POV chapters dans le livre. Lui aussi a quand même un impact très fort sur la série d'aventures qui se déroule. Et lui aussi monte en puissance et pourrait trouver un aboutissement de tout son travail dans la saison 8. Il y a un truc que j'aime particulièrement chez Davos, c'est que c'est un mec qui s'est fait tout seul, qui vient de nulle part. Il est né dans le quartier de Flea Bottom, à King's Landing. Si tu traduis littéralement, ça veut dire cul de mouche. C'est le quartier le plus pauvre de tout Westeros. Il a appris d'abord à voler, puis à devenir un des meilleurs contrebandiers de tout l'univers Game of Thrones, et puis à se placer aux côtés des puissants en devenant un conseiller, et qui apporte toujours des décisions très sages, des plans militaires et stratégiques très intéressants, et donc il a un vrai rôle important auprès des puissants dans la série Game of Thrones. Il n'a pas toujours bien choisi les mecs qui suivaient, notamment Stannis, qui était quand même un mec bien pété, mais là maintenant, il a juré fidélité à Jon Snow, et ça va être, à mon avis, un argument de poids dans le combat à la fois contre les White Walkers et contre Cersei Lannister. S'il y a bien un rôle qui est évident dans cette saison 8 et qui va devoir, à mon avis, assumer, c'est celui de commandant de la flotte de Jon et Daenerys. Jusque-là, on sait que la flotte avait été confiée à la famille Greyjoy et notamment à Yara, puisque c'est eux qui avaient contribué avec le plus de bateaux. Il se trouve que Yara a été emprisonnée par son vilain oncle Euron et que Theon a décidé de partir à sa recherche. Donc toute cette partie-là du commandement militaire a disparu. C'est tout logiquement que Sir Davos devrait prendre ce rôle. Il aurait même dû, à mon avis, être nommé dès le départ, puisqu'il a une habilité particulière pour faire des stratégies sur la mer et pour contrôler une flotte militaire. J'ai même vu sur internet certains utilisateurs de Reddit qui réclamaient, ou qui en tout cas devinaient, le retour d'un mec qui s'appelait Salidor Saan. Alors je sais pas si vous vous en souvenez, c'est un pirate en gros qui avait été recruté par Sir Davos, qui apportait une trentaine de bateaux pour combattre aux côtés de Stannis et de son armée dans la bataille de la Nera. Il se trouverait que ce personnage avait fait des apparitions plutôt remarquées et qu'il avait disparu un peu sans laisser de traces. Certains pensent qu'avec les bateaux qui manquent pour Jon et Daenerys, on pourrait faire appel à nouveau à Salidor Saan, donc ça c'est plutôt une affaire à suivre, c'est pas hyper important. Quelque chose de plus important, en revanche, c'est une déclaration de Nikolai Coster-Waldau, donc l'acteur qui incarne Jaime Lannister à l'écran. Il a déclaré dans une interview en juin dernier qu'il avait découvert Liam Cunningham, l'acteur qui interprète Sir Davos, et qu'il avait adoré travailler beaucoup avec lui sur la saison 8, etc. Conséquence logique, on pourrait assister à une association entre Jaime Lannister et Sir Davos aux côtés de Jon et Daenerys, on en salive d'avance. Une question qui reste en suspens quand on traite de Sir Davos, c'est bien évidemment la vengeance envers Mélisandre. On sait la proximité qu'il y avait entre Sir Davos et Shireen, la fille de Stannis, vous savez, qui avait été atteinte par le gris écaille, qui considérait un peu comme sa fille, qui en échange la prenait à lire, etc. Il y a une vraie relation très forte, père-fille limite entre les deux, et le sacrifice, on se souvient tous de cette scène atroce, il l'a toujours pas digéré. Il a d'ailleurs déclaré à Mélisandre que si elle revenait sur Westeros, il serait le premier à la tuer de ses mains. Donc il y a un vrai truc qui reste en suspens. Est-ce qu'il arrivera à avaler la pilule avec le temps? Est-ce que c'est lui qui tuera Mélisandre de ses propres mains, puisqu'on sait que Mélisandre, elle aussi, a déclaré à Varys qu'elle allait devoir revenir sur Westeros pour, en gros, trouver la mort. Elle savait qu'elle allait mourir sur Westeros, elle ne savait pas encore comment. Est-ce que ce sera de la main de Sir Davos? C'est une grande question de la saison 8. Vous savez qu'à partir du moment où un des personnages de Game of Thrones a une épée en flamme dans les mains, il est directement concurrent potentiel pour le titre de Azor Ahai. Il se trouve que c'est ce qui est arrivé à notre bon vieux Sir Davos. C'est l'utilisateur de Reddit Follow the Beard qui nous souligne ça dans un article hyper détaillé sur pourquoi Sir Davos est forcément le Azor Ahai. Ces arguments commencent en saison 2, au moment où la prêtresse rouge sacrifie des mécréants sur le bûcher. Il se trouve qu'il y a une scène qu'on trouvait à l'époque anodine, et qui en fait maintenant interpelle, puisque Sir Davos s'empare de l'épée de Stannis en feu. Et donc on voit ce personnage avec une épée en feu, et avec un peu de recul on peut se dire ça y est,
Sir Davos, c'est notre Azor Ahai. Et puis il y a cette fameuse phrase de la prophétie, le prince renaît à travers la fumée et le sel. C'est quand même un parallèle assez intéressant sur le destin de Sir Davos, qui est peut-être un des seuls survivants de la bataille de la Nera, cette bataille maritime où en gros tout a explosé. Il s'est retrouvé à la mer, donc le sel, la fumée, les explosions, machin, etc. C'est comme une seconde naissance pour Sir Davos, et donc il devient le prince promis. Mais l'autre argument décisif pour lequel en fait cet utilisateur nous dit très clairement Sir Davos et le Azor Ahai, c'est qu'en fait ce serait Sir Davos et non pas Mélisandre qui serait à l'origine de la renaissance de ce bon vieux Jon Snow. L'utilisateur de Reddit utilise aussi une phrase qui dit clairement qu'il faut aider le dragon à se réveiller de la pierre. Beaucoup de gens pensaient que ça faisait référence aux œufs de dragon, de la Khaleesi, etc. Lui pense qu'au contraire c'est clairement inspiré de la renaissance de Jon Snow. On sait maintenant que Jon Snow est un Targaryen, donc le dragon c'est lui. La pierre c'est donc cette tombe dans laquelle il était censé aller, c'est la mort dans laquelle il était censé être enfermé. Et en fait, Sir Davos avec son pouvoir a réussi à faire renaître le dragon de la pierre et donc a donné une nouvelle vie à Jon Snow. Ça expliquerait aussi pourquoi Mélisandre a pu se tromper et qu'elle a vu en Stannis peut-être la figure du prince promis, peut-être qu'elle s'est trompée d'un chouïa, d'un tout petit peu, qu'en fait il fallait viser son conseiller et que c'était lui le prince promis. Elle a dû sentir une force mais qui n'était pas au bon endroit, elle s'est trompée de mec. Difficilement croyable, mais c'est des arguments qui se tiennent. Et allez voir sur Reddit tout ce que déclame Follow the Beard, il a vraiment étayé son truc et tu peux finir en lisant le texte en étant un peu convaincu par ce qu'il dit. Surtout que l'acteur Liam Cunningham adore lui faire des petites vannes dans les médias et récemment en interview il a déclaré, ça c'est une phrase que j'adore aussi en termes de teasing, il a déclaré qu'il partageait un secret avec George Martin qu'il lui avait confié et que c'était un truc très important. Donc forcément, il y a les gens, ils s'excitent et ils se disent voilà, c'est le prince promis, il n'y a pas de souci. It was the first time I met him, and I was kind of awestruck. I was in LA when I met him, and the first time he said, "I've got something to tell you," and he leaned in, he told me this secret, and he said, "Don't tell anybody." So I'm not telling anybody. Voilà ce qu'on pouvait dire de toutes les infos qu'on a réussi à glaner sur cette saison 8 de Game of Thrones et le focus sur les personnages de Sam Tarly et de Sir Davos Seaworth. Vous avez vu, c'est des théories un peu emberlificotées, mais c'est aussi, ça témoigne, et je trouve ça assez marrant, de la volonté qu'ont les fans d'absolument donner un rôle primordial à ces deux personnages qui, pour l'instant, ont été, à mon avis, trop sous-estimés. J'espère, en tout cas, je croise les doigts et je suis plutôt confiant que ces deux personnages auront un vrai impact sur la saison 8 et seront déterminants dans la résolution des conflits, des guerres et pour sauver l'univers de Game of Thrones. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas de liker, de nous envoyer de l'amour, des commentaires, de partager, de vous abonner. Ciao!